Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. You're watching Spectrum Television, and it is News Hour on our television. Making news tonight, September 5, 2024, a three-day working session focused on natural resource management in the Niger Basin has commenced today in Yaoundé. Central to the discussions in the creation of a consultation platform for various stakeholders involved in two packs located in Cameroon and Chad. Also with this newscast, back to school 2024-2025 with barely few days to the resumption of schools. Sewing workshops in Yaoundé are struggling with low sales of school uniforms. Tellers express concern over the dwindling orders and attributing this decline to the availability of uniforms sold directly in schools. And in sports football, the Indomitable Lions of Cameroon have arrived in Garoua this morning, accompanied by Sports Minister Narcisse Mwele Kombi, in preparation for their match against Namibia on Saturday. Stay tuned for more of the stories coming up. Thanks for joining in once again, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is with Oriane Donken. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Un atelier de 3 jours sur la gestion des ressources naturelles du bassin du Niger est ouvert ce jour à Yaoundé. La mise sur pied d'une plateforme de concertation des différentes parties prenantes de 2 parcs du Cameroun et du Tchad est au centre des travaux. Inès Pangang et Dieudonné Niassa pour les détails. La gestion des écosystèmes du bassin du Niger est un sujet qui affecte différents acteurs à divers niveaux, des populations riveraines, des institutions nationales et internationales. Une concertation et une collaboration de ces derniers aident à la définition du rôle de chacun. Avant, la gestion des ressources humaines, les ressources naturelles était destinée, c'était une histoire de l'État seul. Aujourd'hui, avec l'implication des populations, nous nous sentons déjà impliqués. Ça veut dire que nous sommes aussi consultés à la base. Et non seulement ceci, et nous, on parle aussi ici, dans le cadre de cette plateforme, du développement des AGR, des activités génératrices de revenus de nos populations. Mettre sur pied une plateforme de l'écosystème transfrontalier du complexe binational transfrontalier du Sénat, intégrant 2 parcs du Cameroun et du Tchad, c'est prévenir et résoudre les potentiels conflits qui peuvent surgir. Il y a des conflits sur les prélèvements, par exemple la pharmacopée traditionnelle est intéressée par les réserves. Et puis bon, maintenant, comme certaines espèces sont protégées, ça devient donc un esprit de conflit entre les acteurs et l'administration, et même entre les acteurs eux-mêmes, dont les interventions ne sont pas coordonnées. La mise en œuvre de cette plateforme rentre dans la 4e composante du projet NB-ITAS, couvrant 11 pays, dont 9 de l'autorité du bassin du Niger, dont le Cameroun fait partie. Le projet NB-ITAS est un projet de gestion des ressources en eau, de surface du fleuve Niger et des aquifères du système Ilmenden, Taoudeni et Tanouzrof. Quand on parle d'aquifères, c'est des eaux souterraines continues qui est partagée avec plusieurs acteurs. Et le projet NB-ITAS est financé par le GEF, le Fonds mondial pour l'environnement, à travers 2 agences des systèmes des Nations Unies, à savoir le PNUD et le PNUD. L'atelier de mise en place de la plateforme est ouvert ce 5 septembre 2024 à Yaoundé. Les travaux de 3 jours doivent contribuer à faciliter les concertations et la mise sur pied de ce programme. And still in line with this workshop, conflict prevention and resolution are key advantages of implementing the cross-border ecosystem platform associated with the binational complex. For further insights, I invite you to listen to Guy Debok, the representative of the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, as he addresses the audience. The objective of the workshop is to organize the network between counterparts to have a better usage, better management
of resources from this ecosystem, which is the park of Buba Jinja here in Cameroon, and Sena Ura in Chad. So the network will work together to make sure that the resources from these two parks, which are divided by the frontiers, can be used durably. At the end of the workshop, the different type of counterpart will designate their representative to work in the workshop. We have the local authorities. You have the local service of the state. You also have the traditional user, which will designate their representative to be part of the platform, which will be put in place, of the network will be put in place. That those people will represent them there and will facilitate the discussion with the other people from the other countries to make sure that the resources will be used in the good way. Parlons politique à présent. Ce 5 septembre 2024, Cabral Libye est et demeure le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Le tribunal de première instance de Kaélé vient en effet de lui donner gain de cause dans l'affaire l'opposant à Robert Kona, cofondateur et ancien président du PCRN. Ce dernier avait demandé au tribunal d'annuler le congrès du 11 mai 2019 et ses résolutions, lequel congrès portait à la tête de ce parti Cabral Libye. Je propose de l'écouter. Il réagit dans ce journal en posture d'invité. Bonjour à tous. Ce 5 septembre 2024, le président du tribunal de première instance de Kaélé a dit le droit. Dans l'affaire portant sur l'interdiction des résolutions du premier congrès ordinaire du PCRN qui s'est tenu le 11 mai 2019 à Guidigis, congrès à l'issue duquel j'ai été élu président national du PCRN, le juge a estimé que la requête de l'ex-président national, M. Kona Robert, était recevable sur la forme, mais l'a dite dans le fond mal fondée, non fondée, et l'a donc débouté. En simple, à compter de ce 5 septembre 2024, il n'y a plus de doute, Cabral Libye, élu en 2019 à Guidigis, demeure le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je tiens à rendre infiniment grâce à Dieu pour ce qu'il vient d'accomplir dans nos vies. Je dis merci à la justice camerounaise qui est restée constante. Déjà le 21 mai 2024, le juge de référé du tribunal de première instance de Maroua interdisait le congrès frauduleux que voulait organiser l'ex-président national. Et ce 5 septembre 2024 à Kaélé, le juge a objectivement dit le droit. Nous n'avons eu de cesse de le dire. Face à la furie destructrice que déploient certains contre la République, ses institutions et les citoyens, nous savons pouvoir compter sur ces ultimes remparts que demeureront la justice, la police et l'armée. Je voudrais remercier du fond du cœur Maître René Roger Bébé. Il y a avocats et avocats. Merci Maître pour votre compétence. Merci Maître pour votre confiance, votre abnégation. Je rappelle que vous avez fait même le sacrifice de vous y retrouver ce 5 septembre. Parce qu'à cause des inondations, vous avez dû emprunter pendant 4 heures une voie de contournement qui n'est pas simple à pratiquer. Mais ce n'était qu'un sacrifice parmi tant d'autres que vous avez fait. Chers camarades, c'est toujours éprouvant psychologiquement, mais c'est aussi éprouvant psychologiquement ce type d'épreuve. Merci à vous tous qui avez fait des sacrifices matériels pour que nous y allions et pour que l'issue soit heureuse. Merci aux camarades qui ont œuvré pour la réconciliation. Merci du fond du cœur à vous.
vous avez œuvré du mieux que vous pouviez pour qu'il y ait une issue de réconciliation. À vous tous, chers camarades, des orientations nouvelles vous seront données bientôt. Vous avez le mérite d'être restés résilients. Vous n'avez pas cédé à la provocation. Vous n'avez pas cédé à l'excès. Des défis importants nous attendent. Restons en rang serré. À vous tous, chers Camerounais, merci pour la confiance. Merci pour le réconfort. Les portes de la réconciliation restent ouvertes à ceux-là aussi qui se sont levés contre nous. Nous avons pris des engagements au congrès de Ngaoundéré. Nous comptons les tenir. Tout dépend de ceux qui se sont levés contre la vérité et l'objectivité. Rentrée scolaire 2024-2025, dans quelques jours, les élèves du primaire et du secondaire vont prendre le chemin de l'école. Ce jeudi, nous sommes allés à la rencontre des couturières du marché Koulouloune de Douala. Quelle est la situation dans le secteur d'activité à 3 jours de la réouverture des classes? Élément de réponse dans ce reportage de Léla Renganzo. On a coutume de dire que le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Si l'assertion ne s'applique pas à cette couturière, sa fille pourrait en faire les frais. À quelques heures de la reprise des classes pour cette nouvelle année scolaire, sa maman, couturière, n'a toujours pas confectionné son uniforme. Mon enfant n'est pas encore confectionné, c'est encore dans mon sac. Voilà ça dans mon sac, voilà le pantalon de ma fille dans mon sac. Voilà le pantalon de ma fille dans mon sac que je n'ai pas encore confectionné. Voici les tenues. Ça c'est 2 pantalons, ça c'est une culotte, ça c'est un haut que je n'ai pas encore confectionné. Pas d'uniforme et même les frais de scolarité n'ont toujours pas été réglés. Nous sommes des commerçants, si nous ne parvenons pas à avoir la clientèle, on va avoir l'argent comment? Il faut avoir la clientèle pour que l'argent puisse entrer, pour que tu puisses aussi investir quelque part. Puis regardez, ça c'est un jeudi. Et il y a même le soleil, parce que parfois on dit que peut-être la pluie empêche le client de venir. Mais là, il faut faire ça. Oui, regardez, c'est sec. Pourtant, les couturières du marché Koulouloune de Douala disent avoir fait le nécessaire pour attirer la clientèle. Tenez par exemple, il est possible de donner son tissu sans verser la moindre avance pour tout régler au moment de récupérer la tenue. Encore maintenant, j'ai les tenues confectionnées. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, on n'est pas encore venu chercher. Je ne sais même pas si on va venir chercher. Donc, je ne sais pas alors comment, sur quel pied on est en train de jouer l'année-ci. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai venu que par rapport à la crise qui est dehors, à manque d'argent. Il y a beaucoup de parents qui viennent, qu'ils ont vraiment envie de coudre de la tenue, mais ils ne parviennent pas. Les parents se plaignent. Chaque client vient dire que je vais venir avec mon tissu pour les tenues des enfants. Ils n'arrivent pas à payer déjà le tissu pour amener chez eux. Donc c'est des rendez-vous de bouche. Mais vraiment le tissu, il n'y en a pas. Donc il y a quelques maigres gens. Donc vraiment il y a peu de gens qui sont en train de faire les tenues actuellement. Parce que c'est devenu trop difficile. Avant, on cousait les tenues avant pour que les parents viennent acheter même sur place. Mais c'était trop difficile. Finalement, tu gardes ce que tu as cousu. Vous voyez, on vient quelques-uns. Oui, donc ça ne sortait pas vraiment. La raison, c'est les temps que les élèves vont partir avec pour l'année passée, puisqu'il n'y a pas l'argent. La tenue n'est pas très importante, ils vont d'abord payer la scolarité, ils commencent avec les anciennes tenues et au milieu, on voit si on peut renouveler. Paradoxe des paradoxes, il n'y a pas d'affluence, nous disent-elles, et pourtant, il est possible que le peu de commandes reçues ne soient pas livrées à temps. Si oui, le problème c'est moi pour ne pas respecter le rendez-vous. Ça peut arriver qu'on ne respecte pas le rendez-vous. Comme les techniciens ne sont pas toujours, on peut trouver, donc on ne respecte pas le jour, le rendez-vous qu'on a donné. Fort heureusement, nous ne sommes que jeudi et en 3 jours, tout est possible pour qui croit. Nécrologie, le cinéma camerounais et africain est en deuil. Internée depuis plusieurs semaines, l'actrice Orgel Kensop est décédée hier soir. Série d'hommages sur la toile, mais également dans la rue avec quelques Camerounais. Ce qui est gardé de Mamie Ton, c'était qu'elle nous donnait la joie au cœur, franchement. Elle relevait la valeur de la femme. C'était une femme humble. Toujours souriante, C'est ce que je relève de Mamie Ton. Mes condoléances à la famille de Mamie Ton. Restez toujours unis et soudés comme elle, toujours souriante comme elle.
Ce n'est que ça que j'ai à dire. C'est choquant, puisque vu la manière dont elle est décédée, elle est d'abord tombée dans un état critique après un événement. Donc ce n'était pas prédit, puisque la mort, personne n'attend la mort. La mort, c'est... Même Dieu lui-même a demandé de fuir la mort, parce que la mort, ça détruit, ça sépare beaucoup. Par exemple, pour Maméton, dans son entourage, c'était un peu difficile de trouver des femmes, des mamans comme elle, jouer ce rôle dans des comédies comme peut-être dans Foyer polygamique. Son rôle était un peu typique. Donc ce qui faisait, elle impactait un peu certaines mères dans les foyers qui se comportaient bizarrement vis-à-vis de ses co-épouses, de ses maris, même des enfants de ses co-épouses. Ça arrive, ça arrive. Puisque lorsque vous perdez une personne comme ça, la phare dans la famille, puisqu'elle était là comme un grain particulier dans la famille, donc elle rayonnait derrière la famille. On dit que voilà, la famille Maméton, même si elle n'était pas la mère de la concession, mais on dit que voilà, la famille de Maméton, ça doit être de la valeur à cette famille. Donc c'est un peu ça. Les gens de son quartier, de son village, surtout de sa famille, même ses enfants, franchement, mes condoléances. Yeah, jusqu'à. C'était une meilleure actrice, papa. Oh. Tu aimais voir ses comédies? Jusqu'à. Surtout là où elle est, où c'est dans la reine mère, où c'est la reine blanche, la maman. Hey, la femme là, donc, hey, sincère condoléances à sa famille. Oh, les mots me manquent vraiment. Despite global efforts, female genital mutilation remains a significant issue in Somalia, impacting millions of women and girls. Najib Ahmed from The Voice of America shares this ongoing struggle from Mogadishu. This 17-year-old girl lives with her family in a camp for the internally displaced in Mogadishu. She says she is the victim of female genital mutilation, or FGM, a harmful traditional practice defined by the World Health Organization as the partial or total removal of the external female genitalia for non-medical reasons. Since the procedure at 12 years old, she has lived with persistent pain, health problems, and emotional trauma. She chose to speak to VOA anonymously because she fears backlash for speaking about a taboo topic. I went through a lot of pain, lost a lot of blood because of excessive bleeding, and suffered from recurring infections, which still gives me nightmares. I hope my sisters will not undergo the pain I went through. FGM persists in Somalia because of the common belief that uncut girls and women are promiscuous, unclean, and physically undesirable. The United Nations says that 98% of Somali girls and women ages 15 to 49 have undergone some form of FGM. Midwife Shamsa Ali Mohammed performed FGM for over 20 years, but now she is one of the many women fighting to end the practice, which she calls circumcision. The United Nations Population Fund, or UNFPA, discourages the use of the term, pointing out that female circumcision is a violation of human rights and a much different procedure from male circumcision. We used to circumcise a lot of girls, but we have now stopped the practice since IFRA Foundation trained us. We now raise awareness against FGM as it hurts women and girls, and many are suffering during labor because of this harmful practice. IFRA Foundation is a non-profit working to end FGM in Somalia. Its founder, Somali-Irish social activist Ifra Mohammed, says her organization's engagement have persuaded hundreds of people to pledge not to practice any form of FGM. I don't want people to see me just integrating to the community. So we trained all the leaders, religious leaders, women's group, authorities in districts. So we allowed them to start the conversation and build the dialogue about female genital mutilation. Another organization, SASA Together, aims to mobilize the community and also aims to abolish FGM. Mohammed Mursal is a UNFPA program specialist who works with SASA Together. As an organization, we are fighting to eradicate FGM in Somalia by closely working with the government of Somalia, especially the Minister of Family Affairs, to come up with a legal framework that criminalizes FGM in Somalia. Although the Somali constitution prohibits FGM and describes it as cruel and degrading, no national law exists that criminalizes the practice. Anti-FGM activists say that unless that happens, girls and women will continue to suffer. For Najib Ahmed in Mogadishu, Somalia,
Anthony Labruto, VOA News. Et que se passe-t-il dans les autres pays du continent? La réponse dans le Round-up Afrique avec nos partenaires de La Voix de l'Amérique. Le monde de l'athlétisme et associatif en Afrique de l'Est a vivement condamné ce jeudi le décès au Kenya de la marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei, brûlée vive par un homme présenté comme son compagnon. L'athlète de 33 ans qui avait participé au marathon des Jeux Olympiques de Paris est morte tôt ce jeudi. La République démocratique du Congo a reçu aujourd'hui sa première livraison de vaccins contre le Mpox donnée par l'Union européenne et envoyée par avion depuis le Danemark. Le pays doit obtenir 200 000 doses au total cette semaine. En Guinée, la capitale Conakry est à l'arrêt en raison d'un mouvement de contestation qui a fait un mort mercredi et qui se poursuit ce jeudi, 3 ans jour pour jour après la prise du pouvoir par les militaires. L'opposition a appelé à manifester pacifiquement contre la répression et pour le retour à un régime civil avant la fin de l'année. En Algérie, environ 24 millions d'électeurs sont appelés à voter samedi dans une présidentielle sans véritables enjeux. Le chef de l'État sortant, Abdelmajid Tebboune, est considéré comme largement favori à sa propre succession. We now talk sports football in this newscast. The Indomitable Lions of Cameroon have landed in Garoua, accompanied by the Minister of Sports, Narcisse Mwele Kombi, ready to gear up for the showdown against Namibia come Saturday, September 7, 2024. Onila Donet with details. The Indomitable Lions of Cameroon have touched down in the city of Garoua this Thursday, September 5, ahead of Saturday's crucial AFCON qualifier clash with the Brave Warriors of Namibia. Head coach Mark Brice and his squad, accompanied by the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi, on board a Cameco flight, arrived this morning and are settled into their base camp to continue honing their skills. The team joins the Fecafoot-appointed technical team that had left for this northern city on Wednesday. Preparations are expected to hit top gear as their opponents are expected at 11 p.m. tonight. The Malian quartet of match officials, headed by Bobo Traoré, also arrived on Wednesday night. The squad is now complete after Nou Tolo and Co. joined on Wednesday. The budget made available to the Ministry of Sport by the Secretary General of the Republic for the preparation and participation of the Indomitable Lions in the Africa Cup of Nations qualifiers amounts to 1 billion CFA francs. Of this, 882 million will be used to cover these September games. 442 million CFA francs is allocated to the game against Namibia and 439 million CFA francs set aside for the game against Zimbabwe. The remaining 210 million represents the balance from the June 2024 matches between Cameroon and Cape Verde and Cameroon against Angola. As preparations continue, the team will hold a pre-match press conference this Friday with kickoff for the clash set for 5 p.m. on Saturday. In sports football, women's football, the training has kicked off for the under-20 Lionesses of Cameroon as they prepare for Friday's clash against Australia in the under-20 Women's World Cup in Colombia. We remain with you, Onila Donet. The under-20 Lionesses of Cameroon have hit the training grounds at the Tabora Center this Wednesday, just hours before their crucial final group game against Australia. Head coach Hassan Bala's squad suffered their first defeat in 11 games after a 1-0 loss to host Colombia last Tuesday. In response, Wednesday's training session focused on ball conservation and lateral passing, lasting 1 hour and 13 minutes. Currently sitting on 1 point in the group, Naomi Eto'o and her teammates must secure a victory against an Australian side that has lost its last 2 outings if they hope to advance in the competition. The match is set to kick off at 11 p.m. local time, and a strong performance from the Lionesses could be pivotal in their quest for qualification in this tournament. The team has demonstrated remarkable character, particularly with the offensive line, which has proven capable of finding the back of the net, scoring 2 goals in 2 games. In their recent encounter against Colombia,
They created nearly 11 scoring opportunities, but unfortunately, they were unable to convert these chances into goals. With possession slightly tilted against them, head coach Hassan Bala is expected to implement strategies that will enhance their performance moving forward. Despite conceding 3 goals, the team maintains a positive spirit as they look ahead to Friday's crucial match. Achieving qualification for the next round of the competition would be historic for this squad as they are making their debut in this prestigious competition. And that report from Onila Donet puts an end on tonight's news edition. Thanks for joining us tonight. We appreciate your time. Please do tune in tomorrow, same time, for more news and more information on Spectrum Television. Good night. Good night, Oriana. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum.